La Russie, il faut le dire, c'est un partenaire très important, un partenaire unique. Parce que la Russie a sa vision, la Russie a ses méthodes, la Russie a ses connaissances qui diffèrent un peu des connaissances générales que nous avons, surtout dans nos régions. C'est pour ça que l'apport de la Russie peut être vraiment un plus, peut donner une autre dimension, effectivement, de la gestion de cette crise dans la zone sahélienne. Sur le territoire burkinabé, bon, je peux dire qu'il y a des compagnies russes qui sont déjà sur place, qui sont connues depuis très longtemps, qui agissent dans le domaine de l'or. Voilà. Et ils font du bon travail. Donc je me dis que c'est déjà un des projets importants. Très souvent, quand on parle de coopération militaire, on voit les livraisons d'armes et puis tout. Mais non, vous savez, le domaine militaire est très vaste. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. La coopération entre la Russie et le Burkina Faso, ça date depuis très longtemps. Je me rappelle que depuis les années 70, nous avions un accord de coopération militaire avec la Russie, l'Union soviétique à son temps. Vous voyez, nous avons formé des militaires. Il y a la formation, il y a le domaine culturel, il y a beaucoup de choses que les militaires font, ce n'est pas seulement les armes. Donc nous sommes effectivement à la phase de mise en œuvre effectivement de cet accord. Mais ça n'empêche pas que les deux pays déjà, qui se connaissent depuis longtemps, coopèrent. Nous avons la formation de certains militaires ici, en Russie, ce qui est une bonne chose. Jean-Yves Le Drian, en tant que ministre des Affaires étrangères de la République française, se trouvait dans une situation précise. Avec la présence française dans la zone sahélo-sahélienne, je crois que c'est dû à ça, puisqu'il y a la force Barkhane qui se trouve effectivement là-bas. Mais je crois que si je me souviens bien, c'est vrai ce qu'il a dit, mais moi je dirais que c'est une responsabilité partagée. Ce n'est pas aux chefs d'État africains de la zone de prendre leurs responsabilités, ce n'est pas à eux seuls de prendre leurs responsabilités, y compris la France, y compris ses alliés. Parce que la crise qui sévit actuellement dans la zone sahélienne a été provoquée par la déstabilisation de la Libye. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Nous avions à son temps, puisque moi-même j'étais à New York, nous avions à son temps demandé à la France de ne pas aller au-delà, effectivement, de la zone, comment on appelle ça, il y a un terme nouveau qui avait été créé pour envoyer les forces de l'OTAN en Libye, la zone d'exclusion. Oui, c'est ça. Oui. Vous voyez? Mais non, mais tout le monde a vu ce qui s'est passé. Effectivement, pour répondre à ce que Yves Le Drian a dit, nos pays africains sont très bien organisés. Ils sont très visionnaires. Les chefs d'État sont très visionnaires. Je me rappelle bien que si Yves Le Drian même revenait un peu en arrière, pendant le début de la crise malienne, en 2012, la CEDEAO avait proposé effectivement que les Nations Unies nous aident afin de pouvoir aider l'armée de la CEDEAO pour gérer la crise malienne. Vous comprenez? Mais c'est une question de responsabilité. Les Africains ont toujours été responsables. Vous comprenez? Mais c'est le mécanisme qui existe, qui ne permet pas effectivement une bonne visibilité des choses. Donc, on a refusé. Et on sait comment ça s'est passé. On a la MINUSMA actuellement, la mission des Nations Unies au Mali. Mais le résultat, vous voyez.
Vous voyez le résultat. Et les choses ne font que s'empirer. Bon, fondamentalement, il n'y a pas de différence. Le terrorisme reste le terrorisme. L'importance est qu'il faut définir définitivement le terme terrorisme. Vous comprenez? C'est une chose qui est depuis longtemps en discussion. Et voilà la question du terrorisme et la question, la notion de l'agression, qui restent encore des termes non encore explicités sur la scène internationale. Et depuis très longtemps, je pense que depuis les années 2000, on a proposé une convention contre le terrorisme international, dans laquelle on pouvait trouver une bonne définition du terrorisme et des termes comme agression. Mais tout cela ont été balayés. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas justement à s'entendre sur l'adoption d'une telle convention. Actuellement, il ne faudrait pas que le terrorisme soit un instrument politique. Peut-être que c'est la vision de certains États. C'est peut-être la vision de certains États européens ou occidentaux. Mais ce n'est pas la vision commune, la vision internationale. Je vous dis que tous ces aspects ont été... Il y a un mécanisme au sein des Nations Unies très avancé pour le terrorisme. Mais maintenant, c'est l'approche de certains pays. C'est ça, effectivement, qui a exacerbé, effectivement, la notion, disons, la question du terrorisme. Et maintenant, les pays africains qui sont maintenant victimes, même vous savez bien qu'il y a un rapport de force au niveau des relations internationales. Les pays dits puissants ont tous les moyens pour contrer. Et même la lutte contre le terrorisme faite par, effectivement, ces pays-là ne tiennent pas compte, effectivement, des autres pays faibles. Donc, la lutte qui a été menée dans certaines régions ont poussé les djihadistes à migrer vers d'autres régions. Mais le problème reste le même. Ce n'est pas parce qu'il est en Afrique qu'il devient un autre problème. Ça ne devient pas leur problème, ça devient le problème des Africains. Et c'est là qui est dangereux. Il faut éviter de donner une couleur au terrorisme. Le terrorisme, en tant qu'humain, tous les êtres humains sur cette terre doivent lutter contre ce terrorisme, contre ce fléau. Bon, vous savez, on peut peindre un pays comme on veut. On peut donner n'importe quelle couleur à un pays. C'est un jeu d'enfant. Mais là, il faut dire que c'est la pratique depuis un certain temps. Quand il y a de l'insécurité dans une zone, dans un pays donné, il y a certains pays qui s'empressent effectivement pour informer leurs compatriotes qui y vivent que la zone est dangereuse. C'est bon. C'est bon. Mais il ne faut pas contribuer. Il faut pas contribuer à créer l'insécurité aussi. Ah oui. Parce que le problème que nous vivons au Burkina Faso, c'est suite justement à la guerre en Libye. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je disais tantôt que c'est une responsabilité partagée. Mais quand il s'agit effectivement d'intérêts personnels, bon, ça c'est l'être humain, tout être humain est comme ça. On court pour se protéger la tête. Donc, ces pays protègent leurs citoyens en peignant effectivement le territoire burkinabé en rouge. Mais les Burkinabés ils vivent là-bas. Vous comprenez? C'est des êtres humains qui y vivent. Ce n'est pas d'autres êtres, c'est des êtres humains qui y vivent. Donc, s'ils l'ont fait, ça a des portées négatives, en tout cas, ça a des portées négatives sur l'économie de notre pays, sur le plan touristique et tout. Mais c'est une réalité. C'est une réalité aussi incontournable. Mais le fait de le faire, hein, c'est une mauvaise communication. Une mauvaise communication qui ne fait pas, en tout cas, du bien pour le Burkina Faso en tant que partenaire. Donc, nous sommes des jeunes pays, des petits pays, des jeunes pays, je dirais, mais nous sommes bien organisés et intelligents également.
Depuis très longtemps, notre armée n'avait jamais fait face à de telles attaques. Donc, pour un début, c'est quand même un peu difficile pour nous. Mais nous sommes en train de nous réorganiser. Rien que dans la nuit du 2 au 3, tout récemment, notre armée a frappé jusqu'à une vingtaine de terroristes qui ont été tués. Et vous savez, dans ces genres d'attaques, bon, l'armée, nos forces de défense et de sécurité aussi perdent leur vie. Vous comprenez? Ça, c'est le prix à payer. C'est pas dire que nous sommes pas responsables, nous sommes très responsables de ce qui se passe. Et les pays de la zone sahélo-sahélienne, depuis longtemps, sont confrontés à des fléaux, comme les fléaux, par exemple, climatiques, la sécheresse, et tout ça. Nous sommes aguerris, vous comprenez, nous sommes aguerris par rapport aux difficultés que la nature impose sur nous. Donc, la tendance actuelle, nous commençons à comprendre qu'il y a certaines grandes puissances, il y a certains pays dans des difficultés qui perdent la tête et qui tapent partout. Vous comprenez? Quand on perd la tête, on se permet de taper partout. Ce n'est pas comme ça. Il faut être serein et demander l'aide. Même un pays, qu'il soit petit, il peut vous apporter une intelligence qui va vous permettre de résoudre votre problème. Ce n'est pas le gabarit, ce n'est pas la force qui résout certains problèmes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut travailler ensemble, entre les pays, puissants, grands, petits, en développement. Tous ces pays, on a besoin effectivement d'une bonne coopération. Mais il faut travailler effectivement à remettre les Nations Unies au centre du jeu. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut faire. Essayer effectivement de revoir faire certaines réformes au niveau des Nations Unies. Et notamment au niveau du Conseil de sécurité. Que les petits pays, qu'on dit petits pays en développement, participent aussi aux décisions majeures. Ce n'est pas les grands pays. Parce que les grands pays, qu'est-ce qui se passe? Qui sont à la charge effectivement de la paix et de la sécurité internationale, deviennent même le problème. Vous comprenez? Parce que s'il y a cette symbiose, il y a cette approche entre petits et grands, on permet de résoudre beaucoup de choses. Parce que les grands, tel qu'il est grand, c'est comme un éléphant, il rentre partout, il casse tout. Pour résoudre un problème, pour traverser, pour résoudre un problème de l'autre côté, il casse tout en passant. Vous comprenez? Alors que quand c'est bien mesuré, il y a quand même une approche beaucoup plus qui arrange tout le monde.